L'année dernière, le chef spirituel vénéré du Tibet, le Dalai Lama, s'est rendu à Toulouse, en France, pour un festival célébrant la culture tibétaine. Le chef spirituel tibétain a donné des conférences sur les principes du bouddhisme tibétain, la tolérance entre les religions et la paix internationale. En signe de respect pour le Dalai Lama, la ville de Toulouse a été drapée des couleurs du mouvement séparatiste tibétain. Mais qui est au juste le Dalai Lama ? Pourquoi le leader bouddhiste jouit-il d'une telle popularité dans les pays occidentaux ? Et pourquoi ces mêmes pays occidentaux soutiennent-ils le mouvement séparatiste tibétain ? Plus important encore, quelle est la signification politique du festival annuel du bouddhisme tibétain en France, un pays qui prétend défendre des valeurs laïques et républicaines ? Pour répondre à ces questions, il convient d'examiner quelques faits intéressants concernant le Dalai Lama et la forme particulière de bouddhisme qu'il promeut dans le contexte d'un jeu géopolitique actuel entre les pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et la Chine. Bien que le Tibet soit universellement présenté comme un modèle des droits de l'homme, de tolérance, de valeurs démocratiques et de paix, la véritable histoire du Dalai Lama et des séparatistes tibétains est rarement abordée dans les médias grand public. Le bouddhisme a été introduit au Tibet en 640 après Jésus-Christ, lorsque Strongam Gampo a épousé une femme chinoise bouddhiste. Au XIIIe siècle, l'empereur mongol Kublai Khan a créé le titre de Grand Lama pour le souverain fantoche du Tibet. Le titre de Dalai Lama a été donné pour la première fois à Soman Gyatso, un moine de l'école Gelugpa, chapeau jaune, du Tibet, par le souverain de Mongolie Altan Khan en 1578. Le mot Dalai est une traduction mongole du nom de Soman Gyatso, qui signifie en tibétain « océan de mérite ». Bien que les films hollywoodiens récents et la culture populaire en général tendent à présenter le Tibet lamaïste comme un idéal, la réalité était bien différente. La théocratie tibétaine des lamas était sans doute l'un des royaumes les plus cruels et les plus despotiques de l'histoire de l'humanité. La classe monastique des lamas régnait sur une majorité de serfs dont les conditions de vie étaient souvent pires que celles des animaux. Les monastères tibétains étaient extrêmement hiérarchisés. Les lamas supérieurs vivaient dans des palais opulents, prenaient des enfants comme esclaves sexuels et vivaient du travail des lamas inférieurs qui, à leur tour, vivaient du travail des serfs affamés. Les châtiments infligés aux serfs désobéissants consistaient à leur arracher les yeux, à les éviscérer, à leur couper les mains et les jambes et à leur infliger d'autres formes de torture plus hideuses les unes que les autres. Ce n'est pas tout à fait le paradis idyllique de la légende hollywoodienne. Les serfs devaient souvent porter leurs propriétaires sur leur dos. Par conséquent, un grand nombre de serfs étaient voûtés et infirmes. Il n'est pas faux de dire qu'avant l'arrivée de l'armée populaire de libération de la Chine au Tibet en 1951, le pays des lamas était un véritable enfer. Plus de 70% de la population était composée de pauvres serfs illettrés et de nomades. Ils n'avaient absolument aucun droit et aucune valeur. Le gouvernement en place
La classe monastique et les seigneurs seigneuriaux constituaient une infime minorité du pays qui s'arrogeait toutes les richesses. Selon la doctrine religieuse, la souffrance des serfs était conforme à la loi divine. Parmi les milliers d'articles et de reportages sur le Dalaï Lama, l'indépendance du Tibet, la démocratie, les droits de l'homme et la répression communiste chinoise, on cherchera en vain des faits réels concernant la dictature tyrannique des lamas lorsqu'ils exerçaient leur souveraineté et leur domination sur le Tibet. La pédophilie et les abus sexuels étaient également monnaie courante dans les monastères tibétains. Ce n'est qu'en 1959, lorsqu'une infime minorité de lamas tibétains soutenue par la CIA s'est soulevée contre le gouvernement communiste, que le peuple tibétain s'est enfin libéré du joug de la tyrannie. Les lamas ont été contraints par les serfs tibétains libérés de s'exiler en Inde. Une fois le Dalaï Lama et ses acolytes exilés, des célébrations ont eu lieu à Lhasa et les titres de propriété des seigneurs seigneuriaux ont été brûlés dans des bûchers. Les serfs tibétains libérés ont reçu des titres de propriété pour des terres, du bétail et des outils agricoles. La libération du Tibet a permis à d'autres groupes ethniques minoritaires tels que les Lobas, les Monbas et les Dang de jouer pour la première fois un rôle actif dans la société. Plus de la moitié des secrétaires du comité du parti de la région autonome du Tibet étaient tibétains. Le peuple tibétain n'avait jamais connu autant d'autonomie et de liberté dans son histoire. Pour la première fois dans l'histoire du Tibet, la majorité de la population a appris à lire sa propre langue. Il fut alors construit des milliers d'écoles et d'hôpitaux dans tout le pays, offrant au peuple tibétain une éducation et des soins de santé gratuits. Les femmes tibétaines ont obtenu les mêmes droits que les hommes. La libération du Tibet a été suivie d'une industrialisation rapide. Furent alors élaborées des routes et des infrastructures, et les industries locales se sont développées. En 1974, le Tibet avait, pour la première fois de son histoire, produit suffisamment de céréales pour nourrir sa population. Sous le féodalisme despotique des lamas, où la famine était courante, la population tibétaine a diminué de plus d'1 million de personnes au cours des 200 années qui ont précédé la libération. Au milieu des années 70, cependant, la population tibétaine avait augmenté de 400 000 personnes et les groupes ethniques minoritaires de Loba, Dang et Monba, qui avaient été les plus opprimés sous les lamas, étaient également de plus en plus nombreux. Lorsque l'armée populaire chinoise de libération est arrivée au Tibet en 1950, des milliers de serfs se sont soulevés contre la tyrannie de la noblesse et des moines lamas. De nombreux monastères ont été attaqués et vandalisés. Les exactions et les représailles des serfs libérés à l'encontre de leurs anciens oppresseurs étaient monnaie courante. Bien que la propagande séparatiste tibétaine en Occident prétende qu'il s'agit d'un pays séparé, le Tibet fait partie de la Chine depuis des siècles. Le Tibet est régulièrement dépeint comme un pays colonisé et opprimé par la Chine. On ne nous dit jamais la vérité sur le Tibet précommuniste. Bien que Libération ait publié par le passé des articles révélant certaines vérités gênantes sur le Dalaï Lama, ces faits sont ensuite ignorés lorsqu'il s'agit des querelles du leader tibétain avec Pékin. Par exemple, le 25 avril 2008, le journaliste de Libération, Laurent Dispo, a publié un article sur l'histoire d'un alpiniste autrichien et SS nazi, Heinrich Harrer, et sa relation avec le Dalaï Lama. Harrer était un alpiniste célèbre dans le Troisième Reich, ami proche de Heinrich Himmler. Ce fonctionnaire SS nazi a été envoyé au Tibet pour y établir des liens avec la classe dirigeante afin de préparer le terrain à une éventuelle collaboration nazie. Harrer a relaté ses expériences dans la province chinoise dans un livre intitulé « 7 ans au Tibet ». Ce livre a été adapté au cinéma par le réalisateur français Jean-Jacques Hano en 2006. Laurent Dispo a conclu son article dans Libération en affirmant
que les liens du Dalai Lama avec le nazi étaient une raison suffisante pour que les dirigeants occidentaux retirent leur soutien à la cause nationaliste du Dalai Lama. L'article, controversé, n'est pas passé inaperçu auprès des académiciens hautains du fan club français du Dalai Lama. Le 6 mai 2008, une réponse aux allégations de liens nazis du Dalai Lama a été publiée dans Libération par la crème de la crème du monde universitaire français. Anne-Marie Blondeau, directrice d'études de l'École pratique des hautes études, Katia Boutrille, anthropologue à l'École pratique des hautes études, Heather Stoddard, professeure à la section Tibet de l'INALCO, et Françoise Robin, enseignante au même institut. Pour le lecteur en général, les formidables qualifications de ces personnes ne devraient laisser planer aucun doute sur le poids de l'importance de leurs argumentations. L'article rédigé par le groupe affirme qu'il n'existe aucune preuve suggérant que le Dalai Lama ou les autorités tibétaines aient jamais rencontré de hauts responsables nazis. L'idée que Harrer a été envoyé au Tibet par le gouvernement nazi, soulignent les professeurs, n'est étayée par aucun document. Et selon eux, c'est plutôt Ernst Schäfer, un zoologiste allemand, qui a été envoyé par le gouvernement allemand pour effectuer des recherches scientifiques. Ils poursuivent en affirmant que Schäfer a rencontré certains responsables tibétains, mais que cette personne n'a eu que peu d'importance. Harrer, selon eux, n'a rencontré le 14e Dalai Lama qu'en 1949. Les éminents professeurs ont conclu que l'intérêt des nazis pour le Tibet était minime et qu'il n'y avait pas de lien réel entre la théocratie lamaïste et l'Allemagne nazie. L'article de Laurent Dispo est donc un exemple flagrant de la théorie de la conspiration et ne repose sur aucune recherche historique rigoureuse. Les auteurs poursuivent en suggérant qu'il n'est pas surprenant de voir un article pro-chinois dans la presse occidentale étant donné les mensonges et la propagande diffusée par le gouvernement chinois pour détourner l'attention des allégations de violation des droits de l'homme portées contre lui avant les Jeux olympiques. Il semblerait donc, selon la logique des défenseurs du Dalai Lama, que toute critique de sa sainteté relève d'une conspiration chinoise de diabolisation de la bête noire. Mais bien sûr, il n'existe aucune preuve documentée d'une telle conspiration chinoise. En revanche, il existe des preuves solides et irréfutables des liens du Dalai Lama avec des criminels de guerre nazis et des groupes terroristes. Ces liens ont bien été documentés et n'ont besoin d'aucune contribution de la part des théoriciens de la conspiration ou du gouvernement chinois. S'exprimant sur France Culture le 10 septembre 2006, l'historien français Georges-André Morin a révélé que les contacts entre l'Allemagne nazie et le Tibet étaient très étendus et profonds. Selon lui, Schäfer et Harrer ont participé à une expédition allemande au Tibet dans le cadre du projet Ahnenerbe SS de recherche des origines de la race aryenne. Le symbole solaire de la croix gammée sur le drapeau nazi a été inspiré par les croix gammées des monastères tibétains. Le 13e Dalai Lama s'est même personnellement chargé de la traduction en tibétain de Mein Kampf d'Hitler. Les Britanniques ont tenté de conquérir le Tibet en 1904. Le 13e Dalai Lama s'est alors réfugié en Chine. Par la suite, le Tibet a été internationalement reconnu comme faisant partie de la Chine. Ce n'est qu'après l'occupation japonaise de la Mandchourie, dans les années 1930, que le Tibet a revendiqué une certaine indépendance. Mais seules les dictatures fascistes d'Europe et le Vatican ont reconnu officiellement l'État tibétain. Outre la valeur culturelle du Tibet, les nazis espéraient faire du Tibet une base stratégique à partir de laquelle ils pourraient conquérir l'Inde britannique et certaines parties de la Chine. Comme l'a souligné Mobo Gao, le Tibet a été reconnu par la communauté internationale comme faisant partie de la Chine avant la révolution chinoise de 1948. Ce n'est que lorsque les communistes chinois ont redistribué les terres à la paysannerie pauvre que la communauté internationale a commencé à parler de l'indépendance du Tibet, de la liberté tibétaine et bien sûr de l'incontournable thème des droits de l'homme. En 1994, l'actuel Dalai Lama a tenté d'organiser une réunion avec certains de ses amis les plus proches à Londres. Parmi les amis les plus proches du doux et tendre Dalai Lama se trouvait l'ancien Waffen-SS Heinrich Harrer,
Bruno Berger, un ancien anthropologue nazi qui a travaillé à Auschwitz, et le néo-nazi chilien Miguel Serrano. Serrano croyait qu'Adolf Hitler était un dieu. Le dictateur néo-nazi du Chili, Augusto Pinochet, était également un ami proche du Dalai Lama, qui est d'ailleurs personnellement intervenu en Espagne pour tirer d'affaire le boucher du Chili lorsqu'il était sur le point d'être jugé pour crime contre l'humanité en 1998. Un autre ami important du Dalai Lama est le japonais Shoko Asahara, un chef de secte religieuse qui a été condamné pour terrorisme au Japon en 1995 après avoir organisé un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Asahara est un proche du Dalai Lama depuis qu'il l'a rencontré lors d'une cérémonie de la secte Ashunsu à Tokyo. Depuis, Asahara a rencontré le Dalai Lama à plusieurs reprises et a été profondément influencé par le leader tibétain. Le gaz sarin a été développé pour la première fois dans l'Allemagne nazie. La secte aliénée d'Asahara espérait prendre le pouvoir au Japon en pulvérisant le gaz toxique sur le Parlement japonais à partir d'un hélicoptère. La première partie de l'attaque terroriste consistait à assassiner des personnes dans le métro de Tokyo avec du gaz sarin. Le 10 février 1999, Julie Campbell, une nonne bouddhiste écossaise, a révélé qu'elle avait été l'esclave sexuelle pendant des années du gourou bouddhiste Kalu Rinpoché, l'enseignant du 14e Dalai Lama. Les abus sexuels occupent une place importante dans l'héritage du bouddhisme lamaïste. Plus on considère les amis et les disciples du Dalai Lama, plus les liens avec le néonazisme deviennent évidents. On est tenté ici de ressusciter le cliché selon lequel on peut juger quelqu'un à l'amitié qu'il entretient. Selon le site internet du Festival tibétain de Toulouse, l'objectif de la visite du Dalai Lama dans la ville française était d'engager un dialogue sur la promotion des valeurs humaines, la promotion de la tolérance entre les religions et le bien-être du peuple tibétain. Les comptes rendus officiels du Festival tibétain de Toulouse ont été relayés par les médias français sans aucune discussion quant à leur validité ou leur véracité. Il est bien connu, par exemple, que le Dalai Lama a interdit la secte bouddhiste Dorje Shugden à Dharamsala, en Inde, la ville qui abrite le gouvernement séparatiste tibétain en exil. En 2008, France 24 a diffusé un reportage à Dharamsala dans lequel elle a filmé des moines Dorje Shugden mis à l'écart par la communauté locale sur ordre du Dalai Lama. Le reportage montrait comment des panneaux étaient régulièrement apposés sur de nombreux magasins de la région interdisant l'entrée aux adeptes de Dorje Shugden. Selon le rapport, des familles entières ont été ostracisées en raison de leur croyance dans le dieu bouddhiste traditionnel Dorje Shugden. Bien que le Dalai Lama affirme que Dorje Shugden est un démon et que ce culte est une déviation, l'adoration de Dorje Shugden est très répandue dans le bouddhisme tibétain traditionnel. Depuis la décision du Dalai Lama d'interdire cette pratique, des milliers de moines ont été exclus de la visite des temples. En fait, la campagne dictatoriale du Dalai Lama contre la religion de Dorje Shugden menace d'empêcher plus de 4 millions de Tibétains de pratiquer leur religion. Selon le Dalai Lama, les Dorje Shugden sont des traîtres à la cause de l'indépendance tibétaine. Telle est la tolérance du leader tibétain. Les violations des droits de l'homme commises par le Dalai Lama sont rarement, voire jamais, mentionnées dans la cacophonie des slogans hystériques sur le Tibet libre diffusés par les médias. Les menaces de mort et l'ostracisme de familles entières pratiquant cette forme traditionnelle de bouddhisme sont monnaie courante à Dharamsala. Des milliers de personnes ont dû fuir Dharamsala à cause des ordres du tolérant Dalai Lama. De nombreuses personnes ont été assassinées. Le documentaire français montre clairement que le Dalai Lama fonctionne comme un dictateur absolu à Dharamsala. L'équipe de tournage française a même été empêchée par des fonctionnaires tibétains d'enregistrer une dispute entre un moine de Dorje Shugden et son opposant pro-Dalai Lama.
Rompant avec l'orthodoxie officielle, le reportage de France 24 admet que le Dalaï Lama et son mouvement d'indépendance ne bénéficient d'aucun soutien populaire au Tibet et que de nombreux Tibétains craignent en fait un retour à l'époque de l'autocratie du Lama. L'un des milliers de pratiquants de Dorje Shugden qui ont fui les adorateurs du Dalaï Lama a déclaré aux journalistes de France 24. Le problème du Dalaï Lama avec ses bouddhistes est simplement qu'il vénère le dieu symbolique Dorje Shugden et non sa sainteté le Dalaï Lama. Le leader en exil persécute les bouddhistes parce qu'il ne le vénère pas lui-même et parce qu'il souhaite insatiablement devenir le dictateur fantoche d'un Tibet libre sous l'hégémonie de l'OTAN. Tout adorateur de Dorje Shugden est donc automatiquement considéré comme un agent de la Chine. Le reportage de France 24 admet également que la communauté Dorje Shugden constitue la majorité au Tibet. Après le reportage, le présentateur de France 24 a interrogé l'une des correspondantes, Capucine Henry. Jusqu'à quel point est-il tabou de critiquer le Dalaï Lama ? Ce à quoi Madame Henry a répondu. C'est totalement tabou. En fait, le tournage du reportage a été très difficile parce que notre caméra a été écrasée. Le Dalaï Lama est considéré comme un dieu vivant. Il a atteint un niveau de pouvoir qui fait que toutes les décisions qu'il prend sont des règles de droit. Si vous critiquez le Dalaï Lama, vous êtes considéré comme un espion chinois. Bien que de telles révélations aient été faites par la presse française dans le passé, il est étonnant que rien de tout cela n'ait été mentionné lors du festival tibétain de Toulouse. Le dictateur tibétain ayant été présenté au public français comme un philanthrope bienveillant qui soutient les droits de l'homme, la tolérance, la paix et la liberté tibétaine, tout en diffusant poliment l'information sur le génocide culturel chinois. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Parmi les personnalités présentes au Festival de Toulouse figurait Corinne Lepage, ancienne présidente du Parti écologiste français. Dans les années 1980, les hippies écologistes européens avaient tendance à considérer le Tibet lamaïste comme un paradis écologique sous le règne du Dalaï Lama. La réalité historique est malheureusement tout autre, comme le remarquent ces historiens. Écologistes et féministes bourgeois ont été séduits par l'attitude et la rhétorique mielleuse du Dalaï Lama. Aucun d'entre eux ne semble réaliser que les lamas ne traitaient pas les femmes mieux que les talibans afghans, qu'ils mangeaient régulièrement de la viande et n'avaient que du mépris pour l'environnement, ni que le Dalaï Lama est lui-même un fervent mangeur de viande, alors qu'il interdit à ses sujets de manger de la viande à Dharamsala. La commercialisation du Dalaï Lama par l'élite occidentale compte certainement parmi les fraudes les plus impressionnantes de l'histoire moderne. En 1997, les bouddhistes tibétains en exil ont publié la lettre suivante adressée au Dalaï Lama. La cause du despotisme est la maladie invisible qui est toujours là et qui se développe immédiatement si elle est confrontée à diverses conditions. Et quelle est cette maladie ? C'est votre attachement à votre propre pouvoir. C'est un fait que même à cette époque, si quelqu'un avait utilisé la démocratie à votre égard, vous n'auriez pas été en mesure de l'accepter. Votre sainteté, vous souhaitez devenir un grand dirigeant, mais vous ne savez pas que pour réaliser ce souhait, un vœu de bodhisattva politique est nécessaire.
Vous vous êtes donc engagé sur la mauvaise voie politique de l'accumulation, ce qui vous a conduit sur un chemin toujours erroné. Vous avez cru que pour être un grand leader, vous deviez d'abord assurer votre position et que chaque fois qu'une opposition se manifestait contre vous, vous deviez vous défendre, ce qui est devenu contagieux. En outre, pour défier les lamas, vous avez utilisé la religion à votre propre fin. À cette fin, vous avez dû développer la foi aveugle du peuple tibétain. Par exemple, vous avez lancé la politique des initiations publiques au Kalachakra. Normalement, l'initiation au Kalachakra n'est pas donnée en public. Puis vous avez commencé à l'utiliser continuellement et massivement pour votre politique. Le résultat est que le peuple tibétain est revenu exactement au même mélange boueux et sale de politique et de religion des lamas que vous aviez vous-même si précisément critiqué dans le passé. Vous avez fait des Tibétains des ânes. Vous pouvez les forcer à aller ici et là, comme bon vous semble. Dans vos paroles, vous dites toujours que vous voulez être Gandhi, mais dans vos actes, vous êtes comme un fondamentaliste religieux qui utilise la foi religieuse à des fins politiques. Votre image est celle du Dalai Lama, votre bouche est celle du Mahatma Gandhi, et votre cœur est celui d'un dictateur religieux. Vous êtes un trompeur, et il est très triste qu'en plus des souffrances qu'il endure déjà, le peuple tibétain ait un dirigeant comme vous. Les Tibétains sont devenus des fanatiques. Ils disent que le Dalai Lama est plus important que le principe du Tibet. S'il vous plaît, si vous vous sentez dans l'âme d'un Gandhi, ne transformez pas la situation tibétaine à la manière de l'Europe du XVIIe siècle dominée par l'Église. À Dharamsala, personne n'est autorisé à remettre en question ou à critiquer le dieu roi et ceux qui ne le vénèrent pas sont menacés, harcelés et parfois tués. Des noms de pratiquants de Dorje Chungden apparaissent sur les portes des magasins, avertissant les gens de ne pas leur parler ou de ne pas les servir. Des articles ont été publiés dans les médias locaux en Inde, encourageant la violence contre les adeptes de Dorje Chungden. Lorsque le Dalai Lama a été confronté à une preuve écrite de ces faits par un documentariste suisse, il l'a rejetée avec arrogance en la qualifiant de rumeur futile. Pourtant, rien de tout cela ne semble déranger l'intelligentsia française qui se prosterne devant ce tyran tibétain frauduleux comme des sujets féodaux. Comment une telle imbécilité intellectuelle peut-elle régner au pays de Diderot, Condorcet, Voltaire et Sartre ? Comment un symbole de théocratie impitoyable a-t-il pu trouver grâce dans une culture qui prône le rationalisme et la science et la philosophie ? Ce à quoi nous assistons aujourd'hui en France et dans toute l'Europe, c'est à la promotion d'une idéologie postmoderne et néo-féodaliste, à une pensée unique, omniprésente, à une fermeture de l'esprit européen. Le triomphe de l'hypercapitalisme mondialisé a ramené l'humanité à des modes de pensée pré-républicains. Nous sommes dans un nouvel âge sombre. Ce que l'Occident ne dit pas au public, cependant, c'est que d'atroces abus sexuels sur des enfants ont été répandus dans les monastères bouddhistes tibétains pendant des siècles. C'est pourquoi le gouvernement chinois n'autorise pas les enfants à entrer dans les monastères tibétains avant l'âge de 18 ans. Il s'agit là d'une des omissions typiques que l'on rencontre régulièrement dans les discours fallacieux sur les droits de l'homme au Tibet.